l'habitat à Kinshasa. Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'habitat. Le gouvernement n'a même pas pris en compte cette journée. Non, le gouvernement n'a pas besoin que la population de Kinshasa ou de Congo en général puisse mieux respirer. Journée mondiale de l'habitat. Le jour que je serai au pouvoir, je vais commencer à construire des immeubles qui sont aussi boulevard des 30 juin dans les bidonvilles. Ah bon? Dès que nous commençons à construire là-bas de cette façon, et nous allons maintenant revenir vers la ville. Et l'autre chef d'État qui viendra, je crois qu'il va trouver un environnement meilleur pour opérer et pour vivre. Mais maintenant, on construit du n'importe quoi, du porte où on fait du n'importe quoi. Les Congolais ne sont même pas respectés. C'est une honte pour que moi, l'autorité suprême de demain, je puisse analyser les méfaits qui détruisent notre pays ici. Mais on est obligé de le faire parce que ceux qui ont promis la modernité, sa modernité, mais je crois que c'est un problème qu'ils doivent prendre à cœur pour pouvoir régler ces problèmes de la vie de Kinshasa. Nous, quand on était à l'intérieur du pays, moi je croyais que Kinshasa c'était un petit paradis. Mais dommage, j'arrive à Kinshasa, j'ai vu ce que j'ai pu voir, mais aujourd'hui c'est trop. Trop, c'est trop. Tout le monde et les étrangers préfèrent construire qu'à la Gombe. Mais la ville avance quand même. Hein? Avance où? Avance où? C'est la Gombe. Les conservateurs, il a reçu l'ordre de faciliter tout le monde qui est venu avec une rébellion dans la ville de Kinshasa ici pour construire que dans la Gombe. Les espaces sont toujours donnés à Bandekoya. Tandis que les vrais Congolais, vous les appelez, ils habitent où? Dans les bidonvilles. Oui, ce n'est pas mauvais, c'est leur pays. Mais moi, je crois qu'on doit mettre des paquets dans les bidonvilles et remettre ça en état. Je crois que nous serions bien. Président Mokia, merci pour ce point de vue en ce qui concerne la journée internationale de l'habitat. On va suivre cet élément. Le jeune de la majorité, également membres de l'Église catholique, ont contesté la position prise par les évêques de l'Église catholique autour de la révision de la Constitution. On va suivre et puis nous allons commenter. Un catholique, membre de la majorité présidentielle, s'insurge catégoriquement contre la récente déclaration des évêques catholiques condamnant avec véhémence les projets portant révision de la Constitution initiés par le gouvernement. À travers une pétition signée et déposée dans la boîte aux lettres des nonces apostoliques ambassadeurs du Vatican en RDC, ces jeunes ont invité le pape François à s'investir personnellement pour que le prélat catholique congolais respecte scrupuleusement le principe de séparation du pouvoir entre l'Église et l'État. La pétition que nous avions pensé adresser à sa sainteté le pape François, dans laquelle pétition, ainsi que vous le savez, nous défendons le principe du respect de la laïcité et de la séparation nette entre l'Église et l'État. Pour nous, nous pensons qu'il est essentiel que nos évêques puissent prêcher la paix, prêcher l'unité, la solidarité et l'amour, et ne pas s'immiscer dans les débats politiques en prenant des positions partisanes. Devant les débats citoyens actuellement en cours dans notre pays, il n'est pas admissible, de notre point de vue, que les évêques, qui sont nos bergers, qui sont nos pasteurs, puissent prendre position. Les 4500 jeunes chrétiens catholiques de la majorité présidentielle, signataires de cette pétition, espèrent obtenir gain de cause avec l'appui des membres de la famille politique du chef de l'État, dont la détermination de révisiter la Constitution est sans réduction. Monsieur Mokia, si on vous demandait de réagir, qu'est-ce que vous allez dire? Non, ce sont des jeunes mal formés et par le pouvoir à place. Ah bon? Très mal formés.
et très mal informés aussi. Je suis leur papa. Je ne peux pas les critiquer totalement parce qu'ils ne sont pas de mon âge. Mais une seule chose, parce que ce sont des jeunes intellectuels. Ils ne sont pas bêtes. Je vais les amener maintenant à un article de la Constitution. Parce qu'ils ont dit que les évêques ne peuvent pas s'y mixer dans les débats politiques. Et ils ont adressé leur correspondance à la CTT, le pape François. Et vraiment, ça c'est l'objet de moquerie, tout ce qu'ils sont en train de raconter. Je ne sais pas qui les a confectionné ces genres de petites phrases, mais regardez ce que dit la Constitution. Ah bon? Dans son article 23, la Constitution dit ceci. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Toute personne, évêque, prêtre, et tout ça, a droit, pousser une maman, veuve ou ceci, a droit, tout citoyen congolais. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Voilà la réponse que j'ai donnée aux jeunes. La Constitution a prévu qu'un évêque n'a pas le droit de donner son opinion politique concernant la vie de cette nation ou le fonctionnement de notre gouvernement. S'ils ont, moi je suis leur papa, mais s'ils ont dans la Constitution ou dans les lois de la République, quelque part, l'article qui interdit aux évêques et aux prêtres d'exercer leurs droits de liberté, alors, qui me condamne, le papa moi qui a menti. Je les ai donné l'article 23 de la Constitution. Mais les pasteurs, quand même, ne peuvent pas, vu la position de fidèles, tous ceux qui viennent prier là ne sont pas seulement membres de l'opposition ou de la majorité. Il y a des tendances différentes. Alors, lorsque le pasteur, lui, manifeste sa position, vous ne pensez pas que ça crée de problèmes? Une deuxième réponse à votre question, c'est la démocratie. S'exprimer librement. Respecter la démocratie. Donner son point de vue. Ce n'est pas interdit. C'est interdit où? Parce que même devant le tribunal, les juges doivent poser des questions sur les attendus que cette expression des prélats catholiques est interdite par telle loi, l'article 20 et l'article 10 sont interdits. Mais ce qui n'est pas interdit, inconsommable. N'est-ce pas? Nous, à l'Équateur, il y a de ces animaux qu'on ne mange pas. Ah, c'était un animal, même si je vois ces animaux, je ne peux pas les tuer parce que c'est sans intérêt pour moi. Si je l'amène au village, personne ne va manger. Mais ici, ce n'est pas interdit à quelqu'un de donner son point de vue. Ce n'est pas... Alors, je peux demander, la révision constitutionnelle, les gens insistent pour quel but? Puisque la Constitution dit, le mandat c'est une fois et renouvelable une fois. Si vous voulez, parce que M. Kabila ne sera pas là comme candidat, mais si vous voulez que présenter quelqu'un à lieu et place de Kabila, mais vous allez maintenant chercher à violer, à réviser la Constitution pour quel objectif? Parce que ce débat-là, depuis qu'on a commencé, je suis en train d'observer et les intellectuels et d'autres personnes, ils se comportent à primérien. Parce qu'un petit de l'école primaire ne raisonne pas. Mais maintenant, aujourd'hui, même des primériens commencent à se poser des questions. On va réviser la Constitution pour quel objectif? Est-ce mauvais pour quel intérêt de poser cet acte, parce que c'est aussi un exercice démocratique, ce jeune qui ont posé l'acte? L'acte est constitutionnel. La révision de la Constitution est constitutionnelle. Mais la Constitution, messieurs les journalistes, ne dit pas qu'à chaque 5 ans, il faut me réviser. Vous avez un article qui dit ça? Donc j'ai déjà posé 3 questions. Je crois qu'à chacun de venir me répondre ou de répondre. Est-ce que la Constitution dit qu'il faut me réviser à chaque 5 ans? Puisque vous avez commencé à construire une route et vous n'avez pas terminé pendant le moment, le temps vous avez été parti, et vous dites que non,
à la fin, comme je n'ai pas terminé, je dois vous obliger à accepter la révision pour que je termine mon travail. Non, c'est pas comme ça. Le président américain, l'actuel, il a amorcé une guerre avec des djihadistes, n'est-ce pas? Si le mandat termine, vous croyez qu'Obama va dire on doit réviser la constitution américaine puisque je n'ai pas terminé à tuer tous les djihadistes? Qui peut me répondre à cette question? C'est là, comme on dit, la fin justifie les moyens. Quand tu n'as pas pu terminer ton programme pendant le temps que vous avez souscrit dans la Constitution les 5 ans, il ne faut même pas chercher. Ou les 10 ans, il ne faut plus chercher à manipuler les gens, les jeunes gens comme ça, au lieu de vaquer à leurs occupations, on va les manipuler. Mais si M. Kabila, lui, il veut réviser la Constitution, au lieu d'envoyer les jeunes qui passent à la télévision à un débat contradictoire, nous sommes là, qui nous montre un peu l'opportunité qui le pousse à réviser la Constitution. Mais il ne faut pas se cacher derrière et vous envoyez les gens, va dire ceci. Non, moi je ne suis pas au courant. Et tout ça. Ah non, 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 non. Quand moi je pars ici, en Europe, partout, tout le monde me regarde. Et les images sont éparpillées partout dans le monde. Est-ce qu'il est interdit aussi de reviser la Constitution après chaque 5 ans? Il n'est pas interdit. Il n'est pas interdit de réviser la Constitution. Mais maintenant, le problème qui se pose, vous voulez réviser la Constitution, pourquoi? Parce que l'élément de base, je vous ai dit la fois passée, c'était Malou Malou, qui avait dit il n'y a pas l'argent. Le pays n'a pas d'argent pour obtenir à peu près 1,5 milliard pour pouvoir organiser les élections. Mais ça fait partie des échecs de celui qui a reçu mandat du peuple pendant 5 ans. Parce qu'à chaque 5 ans, chaque jour qui passe, tout ce que vous recevez comme recette, vous devez verser autant quelque part pour l'organisation des élections futures. Mais quand il n'a pas pu le faire, mais ce n'est pas au moment de l'organisation des élections, vous dites non, je dois réviser la Constitution, parce que vous n'avez pas mis l'argent de côté. Le jour où moi je serai aux affaires, chaque jour qui passe, la Banque centrale sera créditée d'un montant en prévision des élections futures. Que je sois élu ou pas, mais celui qui sera élu, celui qui va passer, la commission électorale va organiser les élections avec l'argent de l'État. Mais nous apprenons qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont des milliards ailleurs. Mais ces milliards-là servent à quoi? Maintenant, on profite de Malou Malou dans sa feuille de route pour s'attenir à profiter maintenant pour réviser l'article 220 verrouillé et des autres. Mais il faut quand même dire ouvertement, ces jeunes et les autres, ils veulent qu'on révise la Constitution pour que Kabila puisse s'éterniser au pouvoir. Il faut dire à la population de cette façon. Mais moi, je crains un pays qui est sorti de multiples guerres provoquées par l'AFDEL. Et le pays est géré 18 ans par l'AFDEL, qui n'arrive pas à faire sortir le Congo de l'humiliation. Mais ne peut pas s'éterniser avec des armes à la main. Mais le pays évolue quand même. Non, le pays n'évolue pas. Et vous avez parlé de bidonville ici. Le gouvernement n'a pas déposé le projet de reviser l'article 220. Il y a quoi un autre problème? 197. La loi dit le projet de budget doit être déposé à l'Assemblée nationale le 15 septembre de chaque année. Mais ici, on a déposé les projets après les 15. C'est-à-dire que le gouvernement Matata est réputé démissionnaire. Voilà, même ces petites choses-là ne sont pas respectées par notre gouvernement et même par la présidence de la République. D'après moi, je trouve, ce n'est pas, on doit seulement dire, on fait un coup d'État, Kabila peut faire un autre coup d'État, il se met au pouvoir. Qui va aller faire Comment partie? vous parlez du coup d'État alors que la procédure, elle est réviser la Constitution. Non, ce n'est pas démocratique. Ce n'est pas démocratique. Ce n'est pas démocratique. Le fait de déposer le projet de budget en retard, de budget en retard, est-ce que là, c'est un coup d'État, M. Moukia? Non, ça, ce n'est pas un coup d'État. Mais le gouvernement est réputé démissionnaire. Ah bon? Mais le Premier ministre est là. Non, il doit partir. Je ne sais pas si Kabila a peur de ces gens, pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème? Il y a un secret là à l'intérieur. Ils ont déposé un projet de budget en retard. Minakou doit prendre son autorité avec le président du Sénat,
allez, bino bokelena bino. Vous ne savez pas travailler. C'est ce que dit la Constitution. Hein? C'est ce que dit la Constitution. L'État que nous discutons, je vais trouver cette je ne sais pas si c'est 125 ou 29. Mais quand nous refusons de respecter les termes de la Constitution, ce que dit la Constitution, c'est très grave. Hein? L'opposition, vous accusez très souvent le gouvernement, le pouvoir, de déposer en retard, de faire ceci ou cela en retard. Mais lorsque l'on regarde au sein de votre structure, au sein de votre organisation, l'opposition politique congolaise, vous également, vous n'êtes pas organisé. C'est depuis 2006 que vous devriez avoir un porte-parole. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de porte-parole au sein de l'opposition politique. Il y a beaucoup de structures de l'opposition, de France de l'opposition, elle gauche, elle droite, du côté opposition républicaine, de ceci, Union UNC, et vous-même vous faites partie d'une opposition qui a été rejetée par l'opposition républicaine. Parce que vous n'avez pas eu gain de cause, et vous voilà, vous êtes en train de chercher à trouver encore une solution, M. Mokia. Bon, voilà ce que dit la Constitution. Quel article? Si, article 126, si le projet de loi de finances n'a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le gouvernement demande à l'Assemblée nationale l'ouverture des crédits provisoires. Si dans 15 jours, avant la fin de la session budgétaire, le gouvernement n'a pas déposé le projet de budget, il est réputé démissionnaire. Tout est passé, maintenant personne n'a les droits, c'est l'article 126. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de ce gouvernement. Dès jours, ces mots pouvaient former un gouvernement pour régler. Ce n'est pas qu'on va appeler les opposants pour atteindre ce gouvernement. C'est entre nous, les facilitons la tâche. Mais on ne peut pas gérer un pays avec des injustices sur injustices, violations sur violations des droits de l'homme et des droits réels de fonctionnement des gouvernements et des violations des documents qui nous régissent, qu'on appelle la Constitution. Ce n'est pas normal. Maintenant, je réponds à la question, vous dites... sur l'opposition. Sur l'opposition. Vous même pas organisé. Non, écoutez, messieurs les journalistes, avec tout le respect que nous avons envers notre peuple, je peux dire, Jean-Pierre Mbembe était arrêté, il fut un moment, on a attendu, et nous avons créé... Moi, je suis allé voir mon jeune frère Vital Kamerhe. Non, c'était à sa demande que vous êtes venu ici, je voudrais que le président Gabriel Moke soit là. Le lendemain, on a ajourné, on est venu me chercher. Nous avons discuté avec le président de l'Assemblée nationale à cette époque, concernant les problèmes de porte-parole de l'opposition. Vital Kamerhe, avec ses mains propres, m'a remis les projets de règlement intérieur qui a été demandé par la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Il m'a remis que je puisse aller porter des amendements et les autres s'ils vont apporter les amendements. Comme ça, si bas de l'article 19 de cette loi, on va nous convoquer par les deux chambres réunies. Je suis allé à l'hôtel Cana avec les amis, l'hôtel de Diom Ndongala, que je salue, qui est en prison. Je crois que Dieu va faire un effort pour qu'il puisse les libérer. Nous avons élaboré un projet, un bon projet de règlement intérieur. Nous sommes allés déposer ça au niveau des deux chambres réunies. Mais jusqu'à aujourd'hui, Vital Kamerhe ne nous a pas appelés avec Kengo. Il y a toujours le vieux Kengo qui était président de l'Assemblée nationale. Du Sénat. Du Sénat plutôt. Après, à un moment aussi, il y a d'autres qui sont allés déposer. Mais depuis 2007-2008 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais convoqué les opposants par les deux chambres pour élire un porte-parole de l'opposition. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est à demander aux deux chambres. Pourquoi? Vous avez tout ce qu'il faut pour convoquer les opposants concernant les problèmes de porte-parole. Mais un opposant, c'est un opposant aussi qui est partie intégrante de ce Parlement, qui doit vous convoquer, qui est opposant. Non, il n'était pas encore... L'autorité morale de l'opposition républicaine, il était toujours opposant. Bon, il n'est pas seul. Il a la minorité. Vous savez, la loi dit à l'Assemblée nationale, dès qu'il y a divergence entre l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est l'Assemblée nationale qui tranche en dernier ressort. Kengo ne peut rien faire. La Constitution, il y a un article qui le dit, qui donne le plein pouvoir à l'Assemblée nationale de trancher en dernier ressort.
C'est ainsi que Kengo a été minorisé. Mais c'est l'Assemblée nationale majorité qui devait régler ces problèmes, influencer le Sénat pour pouvoir convoquer les problèmes des porte-parole. Alors, ce n'est que maintenant que je suis en train de comprendre. Même ici, je crois que mon jeune frère Minakou, on lui a déposé aussi d'autres règlements intérieurs pour se convoquer. Mais il n'a jamais convoqué. Mais il s'est justifié. Ah bon? Il s'est justifié dans vos médias qu'à chaque fois qu'on cherche à convoquer, il y a un opposant qui ne voit pas que, il voit que sa cote de popularité est à baisse. Il ne saura pas battre les autres. Il va demander à Aubin Minakou d'essayer de geler. Et s'il trouve que sa cote de popularité est à hausse, il va lui demander, bon, c'est-à-dire que c'est Aubin Minakou lui-même qui est en train de déranger les choses, parce que moi je suis chef, je ne dois pas agir sur bas de tempérament des gens qui moi je suis en train de gérer, surtout qu'il y a un problème de porte-parole de l'opposition. Nous sommes déjà pendant la 2e législature de la 3e République. Le budget exercice 2006-2007 prévoyait déjà le paiement du porte-parole. Ouais. Mais également, depuis 2006 jusqu'à 2014 aujourd'hui, où va l'argent du porte-parole? Où le gouvernement ne débloque-t-il pas cet argent? Cet argent est débloqué à chaque exercice. Avez-vous de preuves? Mais c'est au Parlement qu'on est en train de parler de ça. Ah Ce n'est bon? pas moi. Cet argent est débloqué chaque année. Le budget est colossal. Mais cet argent est détourné par un petit groupe qu'on n'a pas la maîtrise, qu'on ne connaît pas. C'est ici, aujourd'hui, je vous demande, au lieu que le procureur général de la République puisse seulement chercher l'époux dans les têtes des opposants que nous sommes. Si on avait appris quelque chose de ce genre à Mokia, j'allais déjà me retrouver en prison. Ça, il n'y a même pas à discuter. Radio, télévision, à l'appui pour montrer à la face du monde, on a détourné par l'opposition. On serait déjà en prison ou comme Ouanga, bien sûr. Mais chaque année, l'argent des porte-parole de l'opposition est détourné. Mais c'est au procureur maintenant de déposer ces documents, de convoquer, de demander aux deux chambres. Si les deux chambres disent non, nous n'avons pas encore organisé l'élection des porte-parole de l'opposition, c'est-à-dire que l'argent ne sort pas à destination des porte-parole, mais cet argent est resté au ministère des Finances. On va convoquer les ministres des Finances, délégués aux Finances. Il doit montrer à qui est-ce que lui paye cet argent. Ah bon? Ah, c'est comme ça. La balle est dans les camps des ministres délégués aux Finances. Donc la balle n'est pas dans les camps du Parlement, mais dans les camps des ministres délégués aux Finances. S'il y a des détournements, donc c'est lui. Ce groupe. Attendez. Et puis après, si l'Assemblée, le Parlement dit que nous ne connaissons pas la destination, oui. Si le ministre maintenant va citer que non, cet argent, je le vire toujours au niveau du Parlement. Maintenant, on va déterminer la responsabilité. Qui est qui vole cet argent? Bon, moi, je me soustrais de ça. Je parle seulement parce que c'est une question d'actualité. Je ne suis pas intéressé des problèmes des porte-parole de l'opposition ou de l'argent des porte-parole. Ça, ce n'est pas mon objectif. Je ne fais pas la politique pour l'argent. Je fais la politique pour redresser la situation économique, sociale et sécuritaire de notre peuple. Mais, dans les cas échéants, nous avons l'obligation de contrôler pourquoi notre pays ne va pas. Qui sont les auteurs et compteurs des pillages des richesses du pays? Qui sont les auteurs des pillages, des vols, des détournements de l'argent réservé aux institutions à créer ou qui existent? Comment est-ce qu'on détourne l'argent dans les entreprises publiques? Ça, c'est le rôle du procureur général de la République et le rôle des contrôleurs généraux de ces entreprises et des institutions, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais si il ne faut pas le travail, c'est-à-dire qu'ils sont dans des combines, voilà la destruction de notre grand Congo. Alors, ce groupe de gens qui détournent de l'argent, c'est de la majorité ou de l'opposition? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre correctement à cette question. La majorité ou de l'opposition. Mais à ma connaissance, ce n'est pas l'opposition qui gère. C'est la majorité qui est au pouvoir. S'il y a des détournement, c'est qu'on va rattraper les gens de la majorité qui sont en train de prendre cet argent. Parce qu'ils ont refusé l'élection des porte-parole de l'opposition. Alors, s'il y a des combines pour piller de cette façon, monsieur le journaliste, je crois que vous devez nous rendre. Vous avez des médias.
Nous, pour passer dans les médias, il faut trop d'exercice. Mais vous êtes libre, vous les journalistes, de faire le travail que nous on pouvait. Parce qu'aujourd'hui, je vois aussi les journalistes se comportent à des hommes politiques. Comment ça? Oui, ça, je ne peux pas approfondir. Et puis, même des petites émissions de 2 ou 3 minutes, il faut voir comment les journalistes aussi font autre chose. Mais voilà l'occasion. Chaque journaliste est maintenant d'approfondir, d'amplifier dans vos médias gratuitement. Dans nous devons connaître la réalité. Qui détourne cet argent? Je ne me poumonne pas, c'est comme si j'ai intérêt. Mais l'intérêt que j'ai, s'il y avait d'autres personnes comme les porte-parole de l'opposition, j'allais voir comment ils vont travailler pour stopper l'hémorragie du pillage et de ce qui se fait dans notre pays. Ça, c'est votre devoir, journaliste. L'opposition est forte ici pour faire de déclarations. Dans votre frange de l'opposition, vous faites trop de déclarations également par votre coordonnateur, l'honorable Lissanga Bonganga. Ouais. Mais depuis... En ce qui concerne le porte-parole, l'élection du porte-parole, l'opposition ne fait aucun bruit. L'opposition demeure dans le silence depuis toutes ces années. Même pas dire, nous voulons le porte-parole. Nous réclamons l'élection du porte-parole. Mais pourquoi? C'est que vous-même aussi vous en tirez profit. Non, monsieur le journaliste, nous ne sommes pas intéressés. On fait des bruits, on fait des réclamations si on est intéressé. Mais nous ne sommes pas là. Ceux qui veulent ces histoires de porte-parole, ils n'ont qu'à prendre avec la manne voulue qu'on a mis à leur disposition. Mais nous-mêmes ici, dans les fronts populaires contre la révision constitutionnelle, est venu et s'est créé il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois seulement. Donc on ne peut pas parler du problème de porte-parole parce que ce n'est pas inscrit à l'ordre du jour chez nous. Et ça ne sera même pas inscrit chez nous. C'est sans intérêt. Mais s'il y a détournement, il y a vol de l'argent de l'État, parce que le ministre délégué aux finances, il est vraiment un homme, mais je ne sais même pas si, même un membre de sa famille ou les visiteurs qui le rendent, les gens qui le rendent visite, il leur donne même un morceau de chikwang chez lui. Il a vraiment, il a un cœur de crocodile, de caïman contre les opposants. Donc pour lui, un opposant ne peut pas avoir de l'argent, sinon il va aller coquerasser Joseph Kabila. Et Joseph Kabila a fait son temps. Moi, Gabriel Mouka, je suis né d'une famille trop pauvre. Dans la famille en général, c'est moi-même qui a fait sortir ma tête. Et j'ai eu des possibilités pour faire vivre ma famille. Et je suis entré de grandir et à un moment je serai vieux. Je n'aurai pas la force de venir débattre avec vous les jeunes. Mais tout ce que j'ai, je ne dois plus le contrôler, c'est pour les enfants, pour la famille. Mais je ne peux pas interdire à quelqu'un, parce que c'est moi Mokia, mon fils ne peut pas avoir de l'argent, il ne doit pas avoir de l'argent dans la famille, sinon il va me coquerasser. Non, tout le monde doit avoir l'argent. Comme moi, je suis dans l'opposition. Si je vais aller tenir un meeting à Gemena, je vais aller tenir un meeting à Kasumbalesa, je vais aller tenir un meeting à Aru, je n'ai pas l'obligation de demander au ministre de l'Intérieur ou c'est sûr de me donner de l'argent ou la banque centrale. J'ai mon argent, je peux aller tenir les meetings. C'est comme ça qu'on appelle la concurrence déloyale. C'est-à-dire que je sors, je fais ceci. Vous aussi, vous sortez, vous faites ceci. Après, on va se rencontrer pendant la période électorale et que le peuple puisse se trancher. Il ne faut pas être habité d'une main et que seulement que l'autre main pouvoir à place et qui doit commencer à naviguer pour gagner ça. À ce moment, ce n'est pas une victoire. C'est ce que Kité Bivé, que les opposants restent à cet état. Si vous lui posez la question, il vous dira que non. Ici, les caisses de l'État sont vides. Alors, avez-vous un problème particulier avec lui? Non, non, pas avec lui. Si j'étais le Premier ministre, je pouvais demander, vous dites que les caisses de l'État sont vides. Où est-ce que vous mettez cet argent? Parce que vous les gestionnaire de cette manne. Maintenant, si on découvre que vous détournez l'argent de l'État, vous le donnez à un porte-parole inexistant. Voilà Rola Isso, là où nous sommes, dans un pays de bouillabaisse. On a comme l'impression que vous connaissez là où va cet argent. Vous connaissez la personne qui perçoit cet argent en qualité de porte-parole, mais inexistant. Mais non, mais oui. À vous entendre. C'est une bonne question. C'est pourquoi que j'ai mis le procureur général au milieu. Celui qui va déterminer la responsabilité, qui se considère procureur général de la République et non procureur général de la majorité. On ne peut pas tout faire au Congo, la majorité. Mais le pays va mourir, être en train de disparaître à cause de cette histoire de la majorité. La majorité peut voter. Vous savez, en 1930, les députés de Kiba avaient voté une loi sans l'autorisation préalable de son peuple
Cette loi a vendu l'espace comme à Bandundu, ce que nous appelons à un commerçant américain. Là où les Américains ont construit leur base qu'on appelle Guantanamo. Guantanamo, c'était cubain. Maintenant, aujourd'hui, ça devient américain. Vous voyez comme vous êtes là, un avion qui vient de l'Amérique, qui atterrit à Bandundu, ça contrôle. Et vous arrêtez, vous, ou moi, on me met là-bas dans cette prison. Fidel Castro n'avait pas droit de contrôle. Qui était le promoteur de ça? C'était des députés. C'est pourquoi j'ai peur de cette majorité, qui peut vendre même une partie de notre pays, parce que c'est la majorité. Sans l'autorisation préalable de notre peuple. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous craignons ce genre de choses. Faire des choses sans contrôle, à s'accrocher à un président de la République au nom de la majorité. Donc on va faire disparaître notre Congo. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos du budget, aujourd'hui évalué à peu près à 9 milliards? Hier, le budget patrouillait encore aux alentours de 300 millions, mais avec les efforts, on a atteint le point d'achèvement, on a évolué, l'inflation est maîtrisée, le taux est maîtrisé, le macroéconomique maîtrisé aujourd'hui. Alors, on a comme l'impression que nous allons et nous montons, M. Mokia. L'inflation et macroéconomique ne sont pas maîtrisés. Comment ça? Comment ça? Jean-Pierre Mbemba au pouvoir, le cadre macroéconomique s'était bloqué à 500. N'est-ce pas? Les dollars, les rapports entre les dollars et francs congolais, c'était à 500. Mais ils sont arrivés au pouvoir. Le cadre macroéconomique, aujourd'hui, ils ont bloqué ça. Je dis, ils ont bloqué ça à 900. Mais quand vous voulez acheter quelque chose dans les magasins, chez les Libanais, Hindous, Pakistanais, comme ils sont amoureux des Chinois et ces gens ici, des Indiens, c'est à $1 à 1500 francs. Il n'y a pas maîtrise des cadres macroéconomiques. Regardez seulement les prix des carburants à la pompe. Sous Mobutu, c'était moins de $1. Ça, c'était le vrai cadre macroéconomique qui était stabilisé. Mais aujourd'hui, quand vous allez à la pompe, vous allez trouver ces 1500, 1400, ça c'est le vrai cadre macroéconomique. Mais qu'on cache, ça ce sont des économistes avérés au service du mal contre ces grands peuples que nous allons gérer demain. Vous avez eu là une explication claire qu'un économiste de leur côté puisse venir me contredire. Je vais lui donner des chiffres. Ah bon? N'est-ce pas? Alors, le Premier ministre a parlé de la croissance. Oui, mais je lui pose toujours la question au Premier ministre. La croissance, vous avez fait l'économie publique. Ok. Mais la croissance, c'est dans quel secteur? Nous devons connaître. Il n'y a pas de ressassement de la population. Vous allez calculer comment pour avoir cette croissance. Parce qu'il n'y a pas la production. La croissance est reposée toujours dans chaque pays du monde sur le plan économique par l'agriculture. Ici, l'agriculture est inexistante. Comment ils calculent la croissance dans notre pays? Il n'y a pas la croissance. Alors, pour vous montrer clairement qu'il n'y a pas la croissance, ni le budget à 9 milliards, le budget de la RDC n'est pas à 9 milliards, même depuis des années. Le budget est toujours au-delà de 9, 15, 20 milliards. Mais qui utilise cet argent? Et qui en profite? C'est une question qui est la vie ou la mort. Mais comme il a fait montrer maintenant, pour faire monter les achères, à prévision de leur révision constitutionnelle, pour dire que non, grâce à ceci, il y a 9 millions de dollars. Mais dis-moi, quelqu'un qui a une croissance à 8,5, qui paye la population de ce pays 60 000 francs, c'est-à-dire que l'équivalent de 45 euros. Dans quel pays au monde on paye quelqu'un 45 euros? Les fonctionnaires agents de l'État, policiers, militaires. Mais ça va avec le temps, ça évolue. Mais entre temps, les jamais. C'est même les policiers et militaires, ils sont en train de scolariser leurs enfants, mais ils payent plus que ça. Où est-ce qu'ils trouvent cet argent? C'est-à-dire que l'État congolais est quelque part joue de la naïveté auprès de cette population ou de la malice pour tromper l'opinion. Dis-moi, quand un Premier ministre se met à la télévision reconnaître qu'on paye les Congolais 60 000 francs, et puis en plus, on est en train de soustraire 3 000 ou 10 000 francs pour les frais bancaires. Donc, on n'est même pas à 45 000 euros, 45 euros, on est peut-être à 39 euros.
C'est-à-dire que c'est une population réellement sous occupation. Alors, N'est-ce pas? Alors, les budgets de 9 millions, je vais voir ici, je vous dis la vérité. Si ce point, je félicite les sénateurs. Les sénateurs vont dire la vérité à la population. La fois passée, les sénateurs avaient dit que les budgets présentés plutôt par les mêmes Matata, c'était à 7 milliards. Il n'avait même pas battu les records de son prédécesseur. Mais le budget en réalité, c'est 3 milliards 900 ou 4 milliards de dollars. Voilà cette différence-là. Ça, c'est du pire mensonge. À ce moment, si on avait l'Assemblée nationale de notre pays responsable, le Premier ministre et consorts devaient être libérés et laisser d'autres personnes qui doivent venir faire la production et nous présenter une bonne croissance dans notre pays. Alors, Président Moukia, on est pratiquement à la fin. Si on vous demandait de donner un mot de la fin, il y a beaucoup d'actualités, mais également aussi, lors de la rentrée parlementaire, le président du Sénat a dit non à la révision constitutionnelle. C'est l'article 197 a dit Aubin Minakou, le président de l'Assemblée nationale, qui se retrouve dans le projet pour son examen. Lorsqu'on regarde toute l'actualité dans le pays, qu'est-ce que vous pouvez dire pour conclure? En général, le président de l'Assemblée nationale, il ne devait pas inscrire à l'ordre du jour la question de la révision constitutionnelle. Le président du groupe parlementaire qui s'était réuni avec lui, avant l'ouverture de la session de septembre, n'avait pas accepté cette question. Il devait revenir le lundi pour pouvoir discuter. Mais lui-même a pris, tel que je vous dis toujours, quand on est avec un chef, on se comporte comme ça, gangster. Lui-même a pris l'initiative d'aller inscrire cette question à l'ordre du jour et ils sont passés au vote. Ça, c'est de la tricherie. Je crois que le président de l'Assemblée nationale, ce qu'il a fait là, c'était un crime. Je ne le condamne pas beaucoup. C'est comme ça, je vois, c'est la majorité peut-être qui lui a demandé de faire ça. Alors, de l'autre côté, nous avons deux cas ici très malheureux. Les militaires congolais qu'on a transportés de Kinshasa, qui ont obtenu de l'Assemblée nationale l'amnistie, qu'on a amenés à Kitona, ils risquent de subir le même sort que les militaires qui ont péri à l'Équateur, les 100 militaires, dans le centre d'entraînement de quelle base d'accord? De Kotakoli. Parce qu'on les a jetés à l'aéroport de Kitona. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Même pour aller faire des toilettes, c'est difficile. Ils sont à terre d'appeler leur famille pour pouvoir les venir. C'est-à-dire qu'ils ont obtenu l'amnistie. C'est un acte de pouvoir législatif qui annule des condamnations et leurs conséquences pénales. C'est-à-dire qu'on a oublié les infractions qui leur sont reprochées. Mais comment maintenant les récupérer là où ils étaient en prison pour aller les jeter en brousse pour mourir là-bas? Je crois que M. Joseph Kabila, il doit raisonner 1000 fois. Pourquoi faire ça aux Congolais? C'est tout ce que je veux poser comme question ce soir. Pourquoi payer les Congolais 45 € ou 39 €? Et pourquoi prendre les Congolais et aller les jeter en brousse? Merci, M. À la fin du compte, je termine là, excusez-moi. Deuxième élément. Dans mon territoire de Bumba, la société Congo Fitir et les deux sociétés là sont allées tuer des gens. Ah bon? Ils sont en train de faire l'exploitation des grimes à l'Équateur sans contrôle. Deux sociétés là sont de fort et l'autre là, donc ils sont en train de tuer les gens à l'Équateur. L'État congolais ne contrôle pas. Les ministres de l'Environnement ferment les yeux. Mais si Congo Fitir est venu faire la rébellion économique dans notre pays, je crois qu'il doit s'attendre à nous, les opposants, nous venons, nous allons les mettre les bateaux dans les roues. Merci. Ces gens, on va les expulser dans notre pays. Merci, Président Moukia, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à Jean-Paul Katota qui était à la prise des vues. Merci à Jerry Golima également. Merci à Freddy Lutona et Diamant Bilizi. Merci à Joseph Bengo, Liévin Wanja et Kovo Mamona. Tous ont constitué l'équipe technique de ce numéro de Mogrosso et bonne suite de programme sur Direct Télévision.